Québec, l'endroit où le fleuve se rétrécit, en langue indienne algonquine. Fondé il y a 4 siècles par des Français, Québec est aujourd'hui la capitale de la plus grande des provinces qui composent le Canada fédéral. Une province qui est aussi l'unique îlot francophone d'une Amérique du Nord entièrement anglo-saxonne. La devise de la province est « Je me souviens ». De quoi se souvient Québec? Québec se souvient qu'il y a 250 ans, des Français et des Anglais se sont battus pour sa possession. Québec se souvient des 2 généraux venus d'Europe qui les commandaient. Louis-Joseph, marquis de Montcalm, un Français, et le général James Wolfe, un Anglais. Ils ont traversé l'Atlantique pour venir s'affronter et mourir devant ces murs. Il y a une telle part de légende mêlée à cette histoire. Je pense qu'elle doit son écho à ces personnages qui sont excessifs, imparfaits et prisonniers de leur destin. Give fire! Wolfe et Montcalm ont combattu ici pour déterminer qui de Louis XV, roi de France, ou Georges II, roi d'Angleterre, régnerait sur l'Amérique du Nord. La bataille qui a conclu leur affrontement s'est déroulée le 13 septembre 1759 sur les plaines d'Abraham, aujourd'hui un vaste parc au cœur de la ville. L'assaut n'a duré que quelques minutes, mais il a scellé le destin de l'ensemble du continent et entraîné une rupture décisive dans l'histoire du Canada. C'est fréquent de voir des Canadiens anglais répéter aux Québécois « Who won on the plains of Abraham ?» Qui a gagné sur les plaines d'Abraham? Pour les Canadiens anglais, cette bataille marque la naissance du Canada moderne. Mais pour les Canadiens français du XVIIIe siècle, elle a signifié la fin brutale d'un rêve auquel ils avaient voulu croire pendant 150 ans. Celui d'une vie différente, au cœur d'une immense colonie française en Amérique du Nord, la Nouvelle-France. À l'aube du XVIIe siècle, les premiers colons français pénètrent au cœur du continent nord-américain en remontant le Saint-Laurent, un des fleuves les plus larges du monde. Ils découvrent de gigantesques étendues de nature sauvage, un continent pratiquement vierge. Très vite, ils entrent en contact avec les tribus indiennes qui vivent sur ces territoires. Ensemble, ils vont développer un fructueux commerce qui deviendra la principale activité économique de la colonie, la traite des fourrures. Les Français s'installent sur les rives du Saint-Laurent et fondent en 1608 un premier comptoir permanent, Québec. Cœur d'une nouvelle colonie baptisée Nouvelle-France ou plus familièrement Canada, sans doute le nom indien des environs immédiats de Québec. Mais le climat canadien est une épreuve nouvelle pour les Européens. Les 2 tiers des colons qui vont émigrer en Nouvelle-France repartiront après leur premier hiver. Les Français qui décidaient de rester ici devenaient différents du Français de France et devenaient ce qu'on a appelé tout de suite des Canadiens. Et ça, le Canadien, c'est un Français habitué au pays qui a décidé de rester ici.
Ces Canadiens sont peu nombreux et ils comprennent très tôt qu'ils ne pourront s'établir durablement en Amérique du Nord qu'en entretenant des relations amicales avec les communautés indiennes. C'est à leur contact qu'ils vont apprendre les règles de ce nouveau continent. À l'ouest de Montréal, les Français qui vont au-delà vont vivre avec les Indiens, fraternisent avec les Indiens, s'intermarient avec les Indiennes. Vous avez un très profond métissage, une complicité totale, des alliances profondes. C'est absolument unique, ça, dans l'histoire des Amériques. De ce métissage naît la figure du coureur des bois, une spécificité française. Ces colons, qui ont adopté un mode de vie indien, vont partir à la découverte du continent pour en comprendre l'étendue et développer avec d'autres tribus l'activité de la traite des fourrures. Des Indiens, ils ont appris la manière la plus efficace de se déplacer dans ces gigantesques étendues. C'est en sillonnant les fleuves et les rivières qu'ils explorent l'Amérique. C'est une histoire fascinante. Pendant 150 ans, un petit groupe d'Européens, un petit groupe de Français vont explorer cet immense continent. Ils ne se contentent pas de le marcher, là. Ils vont le cartographier, ils vont le nommer, ils vont le raconter. Et aujourd'hui, il y avait une trentaine d'États américains qui ont des noms d'origine indienne. Les noms d'origine indienne, c'est des noms de territoires qui ont été explorés par les Français, qui vivaient avec les Indiens, qui apprenaient des Indiens le nom du territoire sur lequel ils étaient et qui ont laissé ce nom-là à un territoire qui est devenu un État. 150 ans plus tard, ces explorateurs ont marqué les limites de la Nouvelle-France. C'est une gigantesque colonie qui s'étend du Canada jusqu'à la Louisiane, soit près de la moitié du continent nord-américain. Un territoire immense que les Français ne contrôlent que grâce à la bienveillance des tribus indiennes avec lesquelles ils ont conclu de solides alliances au nom du roi de France. Ce qui est déterminant dans la perception des Amérindiens face aux Français, face aux Canadiens, c'est le faible nombre de colons qui fait qu'on ne les perçoit pas comme des gens qui viennent en Amérique du Nord pour s'approprier le territoire. Ça, c'est la clé pour comprendre l'expansion territoriale de la Nouvelle-France. Problème, c'est un immense territoire sous-peuplé. Au milieu du XVIIIe siècle, 90% des 65 000 Français qui peuplent la Nouvelle-France sont établis sur les rives du Saint-Laurent. Ce sont principalement des agriculteurs. Mais au bout de 150 ans d'existence, la colonie peine encore à acquérir son autonomie. Elle dépend toujours des bateaux venus de France pour un grand nombre de commodités. La traite des fourrures rapporte de moins en moins, et la rigueur des hivers limite les échanges commerciaux avec la métropole. La vallée du Saint-Laurent, il y a un problème. La vallée du Saint-Laurent, elle est fermée à la navigation 6 mois par année. Donc, pendant 6 mois par année, il n'y a pas de contact commercial possible entre la France et la Nouvelle-France. Donc, aux yeux de la monarchie française, dans une perspective strictement économique, dans une perspective de rentabilité, la Nouvelle-France, somme toute, avait très peu d'intérêt et c'est tout à fait compréhensible. Pour la France de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, l'intérêt de cette colonie d'Amérique, de ces quelques arpents de neige, pour reprendre l'expression célèbre de Voltaire, est avant tout de contrer les ambitions britanniques sur ce continent. Ce qui caractérise la Nouvelle-France, c'est qu'elle ne coûte pas très cher, mais qu'elle ne rapporte pratiquement rien. L'intérêt de la Nouvelle-France est d'abord, en quelque sorte, de bloquer l'avance anglaise et en même temps de fixer une bonne partie du dispositif de guerre anglais possible en cas de conflit. Car les Anglais ont eux aussi pris pied sur le continent américain au XVIIe siècle, presque en même temps que les Français, mais avec une ambition d'une toute autre ampleur. En 150 ans, ils ont implanté sur la côte Est 13 vagues successives de colons, pour la plupart expulsés d'Angleterre, qui ont donné naissance à 13 colonies dynamiques.
Dans les colonies anglaises, ils fuient une Angleterre qui les persécute, soit sur le plan politique, soit sur le plan religieux. Et c'est des gens, très souvent, qui arrivent avec des biens, qui arrivent avec des capacités, des possibilités et une intention de s'établir parce qu'ils ont emmené tout ce qu'ils avaient, ils ont emmené leur famille. Il n'est pas question de rentrer après un certain nombre d'années. Bénéficiant d'un climat plus favorable, de ports sur l'Atlantique ouverts toute l'année aux échanges et d'un apport constant d'immigrants, les 13 colonies connaissent un essor économique et démographique bien supérieur à celui de la colonie française. En 1750, alors que la population de la Nouvelle-France représente 65 000 personnes, celle des 13 colonies atteint déjà 1,5 million d'habitants. C'est clair qu'on est face à deux pays, deux puissances qui n'ont pas la même vision de leur politique expansionniste. Les 13 colonies, les colonies anglo-américaines, eux, ils occupaient systématiquement le territoire. C'était la politique. On occupe le territoire, on fait reculer les Amérindiens. S'il le faut, on leur fait la guerre. Le seul obstacle à l'expansion des colonies anglaises vers l'ouest, c'est la présence de l'immense colonie française. Face à la supériorité numérique des Anglais, les Français et leurs alliés indiens ne tiennent que grâce à une stratégie de harcèlement qu'on a appelée la Petite Guerre. Miliciens canadiens et indiens opèrent de véritables raids sur des fermes ou des villages fortifiés britanniques, semant la terreur chez les colons anglais. Mais en 1755, dans la vallée de l'Ohio, le conflit va prendre une toute autre dimension et provoquer une déflagration mondiale. La vallée de l'Ohio, c'est le lien entre la vallée de Saint-Laurent et la Louisiane. Et les Français, comme les Anglais, prétendent occuper la vallée de l'Ohio comme étant leur territoire. La situation s'envenime. Pour s'attaquer aux forts français de la vallée de l'Ohio, l'Angleterre achemine des renforts d'Europe. Pierre Rigaud de Vaudreuil, un Canadien qui vient d'être nommé gouverneur de la Nouvelle-France, sait le peu de cas que la France fait de sa colonie. Il mise sur le seul atout à sa disposition, la Petite Guerre. Il arme et finance les Indiens, leur achetant scalps et prisonniers. Aux côtés des miliciens canadiens, il est anglaise, plus habituée aux grandes batailles rangées d'Europe qu'à cette stratégie de guérilla et d'embuscade. Les Canadiens savent que c'est la meilleure manière de combattre en Amérique du Nord. La plus efficace, la seule qui peut permettre de détruire une armée continentale. Vaudreuil, qui est né au Canada, qui connaît bien les Canadiens français et les forces dont ils disposent, pense que c'est sans doute la meilleure stratégie face à des troupes continentales. Il se passe la même chose aujourd'hui en Irak ou en Afghanistan. Comment venir à bout d'une superpuissance en l'obligeant à combattre dans des conditions auxquelles elle n'est pas préparée? Mais il reste qu'avec le temps, la disproportion des forces françaises et anglaises en Amérique est telle que ça ne peut pas durer indéfiniment. 65 000 personnes qui tiennent tête à 1,5 million. En Europe, l'année 1756 voit un bouleversement complet des alliances entre grandes puissances. L'Angleterre s'allie à la Prusse, obligeant la France à se rapprocher de l'Autriche. L'Espagne, la Pologne, la Russie et la Suède les rejoignent. Une guerre d'une ampleur que le monde n'a encore jamais connue est sur le point d'éclater. Les guerres en Amérique du Nord sont le prolongement des guerres incessantes
que se livrent la France et l'Angleterre en Europe. Donc, dès qu'il y a conflit entre Versailles et Londres, on engage le combat en Amérique du Nord. Le 3 avril 1756, le marquis de Montcalm quitte son château de Condillac dans le sud-ouest de la France pour s'embarquer pour Québec. En prévision de la guerre qui s'annonce, il vient d'être nommé commandant des troupes françaises en Nouvelle-France. Montcalm est entré dans l'armée à l'âge de 9 ans. Blessé à plusieurs reprises sur les champs de bataille d'Europe, il a atteint le grade de colonel. Mais dans la hiérarchie militaire française, il n'occupe pas une place de premier plan. Cette soudaine promotion, il la doit au fait que la Nouvelle-France est bien trop loin des yeux du roi pour intéresser les officiers qui cherchent à se distinguer. Tous les officiers généraux auxquels on a proposé le poste ont refusé des partis, en disant que ce n'était pas un commandement digne d'eux. Et effectivement, il faut toujours se rappeler qu'entre les dimensions de la guerre en Amérique du Nord, du côté français, et les dimensions continentales, la différence est considérable. Sur le territoire continental, ce sont des armées qui font entre 40 et 80 000 hommes. Au Canada, Montcalm n'a jamais eu plus de 4 à 5 000 soldats réguliers. Cette affectation garantit une rente à sa famille, mais il est certain qu'elle ne fera jamais la gloire de Montcalm. Il ignore tout de la Nouvelle-France, mais l'équilibre des forces sur le terrain est loin d'être en sa faveur. Et il n'est pas optimiste sur ses chances de sauver la colonie si les Anglais décident vraiment de s'en emparer. Il est accompagné du chevalier de Lévis, commandant en second, et du jeune colonel Bougainville, qui s'illustrera plus tard comme explorateur. Le contingent qui débarque avec eux à Québec ne comprend qu'un petit millier de soldats français. Les Français ont une stratégie à l'égard de leur colonie qui consiste essentiellement à les laisser se défendre seuls en temps de guerre. Ils leur envoient le moins de renforts possible pour concentrer leurs troupes là où elles sont les plus efficaces, sur le continent européen. La situation que Montcalm découvre en Nouvelle-France n'est pas faite pour le rassurer. Les officiers canadiens et les miliciens ne lui inspirent aucune confiance. Il les juge incapables de livrer une véritable bataille rangée contre les Anglais. Quand on a demandé à Montcalm d'aller servir en Amérique, c'est pas certain qu'il était très enthousiaste. Quand il est arrivé, ça a dû être un choc. Ça a dû être un choc. En voyant, par exemple, ses alliés indiens, ce que ça voulait dire au combat, pour tous les officiers européens, il y avait un moment de choc. Les Indiens combattent selon leurs propres règles. Ils scalpent les blessés, exécutent leurs prisonniers. Une conception de la guerre aux antipodes de celle qui fait la fierté de l'Europe des Lumières. Montcalm est quelqu'un qui est habitué à la guerre à l'européenne. Or, l'apparition d'un droit de la guerre, l'apparition du respect des prisonniers et autres, c'est quelque chose qui se développe au XVIIIe siècle, que Montcalm connaît bien. Lui-même a été prisonnier, donc il est encore plus sensible. Et à partir de là, le comportement à la guerre des Indiens le choque et le bouleverse totalement. Soldats anglais. Montcalm est à Québec depuis seulement 3 jours, quand la guerre entre la France et l'Angleterre est officiellement déclarée. En Nouvelle-France, contrairement à ses appréhensions, elle commence plutôt bien. Il applique une stratégie continentale agressive et remporte des victoires. Lançant des expéditions depuis Montréal, il prend Fort Oswego et Fort William Henry. Il livre ses batailles très professionnellement.
et les termine rapidement et efficacement. Lui qui devrait être sur la défensive passe à l'offensive et cause de graves soucis aux Anglais. Pendant ce temps, en Europe, l'Angleterre et ses alliés subissent aussi des revers. William Pitt est rappelé au poste de secrétariat à la guerre du gouvernement britannique. Pitt est porteur d'une vision qui, pour beaucoup, est à l'origine de la constitution de l'Empire britannique à venir. Pour lui, l'Angleterre ne doit pas accepter l'affrontement sur le terrain continental. C'est dans les colonies qu'elle gagnera la guerre. Il persuade la couronne de construire une flotte qui assurera sa suprématie sur les mers et va lui permettre de transporter ses armées aux quatre coins du monde. Profitant de l'immobilisation des Français et de leurs alliés sur le terrain continental, les Britanniques vont porter simultanément la guerre dans toutes leurs colonies. En Inde, en Afrique, aux Antilles et bien sûr sur le continent nord-américain. Ce sont les Prussiens qui livrent le gros des batailles, qui sont en première ligne. Les Britanniques disposent de choix plus stratégiques, frapper leurs adversaires en Inde, envahir les Antilles et leurs riches îles à sucre, et bien sûr chercher à s'emparer du Canada. C'est un conflit mondial par son ampleur, mais aussi par la démesure de la vision qui l'alimente. En Nouvelle-France, cette stratégie se traduit par l'envoi d'une flotte de 40 navires de guerre transportant 12 000 hommes d'armes à l'assaut de Louisbourg. Louisbourg est une ville fortifiée défendue par 6 700 soldats et une dizaine de vaisseaux. À l'entrée du Saint-Laurent, elle est le verrou atlantique de la Nouvelle-France. En 1757, Louisbourg résiste, mais la flotte anglaise hiverne dans les 13 colonies et revient l'année suivante. Le message est clair. Il y avait une volonté chez les Anglais de s'approprier la vallée du Saint-Laurent. Dans l'optique de William Pitt, premier ministre anglais à ce moment-là, c'était clair, l'Amérique du Nord doit être anglaise. Parce que les Anglais avaient vu le potentiel économique que représentait le continent. À l'été 1758, alors que Louisbourg subit un siège pour la deuxième année consécutive, les Anglais vont également attaquer la colonie française par l'intérieur du continent. À Carillon, sur les rives du lac Champlain, Montcalm, à la tête d'une armée de 3600 soldats français et canadiens et de 300 Indiens, se prépare à recevoir l'assaut de la plus grande armée jamais déployée en Amérique du Nord. Un contingent de 16 000 soldats lancé à la conquête de la Nouvelle-France. Le rapport des forces est de 4 contre 1. Fort Carillon garde le lac Champlain et l'accès au réseau fluvial de la Nouvelle-France. Si ce verrou tombe, la route de Montréal et de Québec est ouverte. Montcalm se retranche sur les hauteurs de Carillon et en fait fortifier la défense par un abatis, un ensemble de barricades, de pieux et de branchages destinés à briser la charge des troupes ennemies. Fort de sa supériorité numérique, le général anglais attaque de front ces fortifications. 7 heures durant, les vagues d'assaut anglaises vont venir se briser sur ces défenses. À la fin de la journée, les Anglais se retirent, laissant sur le champ de bataille près de 2000 morts et blessés. La bataille de Carillon a en quelque sorte fait la gloire de Montcalm. Et à partir de là, par rapport à ces soldats des troupes régulières, Montcalm apparaît comme un général en chef de grande valeur. Mais alors même que Montcalm bloque leur offensive à Carillon, les Anglais réussissent un débarquement audacieux devant Louisbourg. Il va leur permettre de prendre pied sur l'île et d'installer les batteries de canons qui vont bombarder la ville et forcer sa capitulation. L'homme qui commande ce premier contingent se nomme James Wolfe. Il a 32 ans. De retour à Londres après la prise de Louisbourg,
James Wolfe sera le choix de William Pitt pour mener l'assaut contre Québec, le cœur de la Nouvelle-France. Wolfe ne manque pas de panache, mais ce sera aussi un personnage très controversé. Un autre assaut? Certainement. Officier à l'âge de 12 ans, escrimeur talentueux, il parle couramment le français. C'est un militaire professionnel aguerri et cultivé qui a acquis une réputation d'audace, voire de témérité. Touché. Une petite faiblesse sur votre droite? Le manque d'entraînement. Un verre d'eau? Bien sûr. Vous m'avez demandé ce que votre frère devait étudier pour devenir un bon soldat. Il pourrait commencer par les traités d'infanterie et de cavalerie du roi de Prusse. Saint-Rémy pour tout ce qui concerne l'artillerie. Et chez les anciens, César. Sa promotion fera de lui le plus jeune général en chef de l'armée britannique. Mais Wolfe n'est pas sûr d'être à la hauteur de la tâche. Sa santé fragile est son principal point faible. Selon certains historiens, il souffrait peut-être de la tuberculose, une maladie incurable à cette époque. J'ai aujourd'hui fait répondre à M. Pitt qu'il pouvait disposer de ma frêle carcasse comme bon lui semblerait, et que j'étais prêt à me lancer dans toute entreprise à la portée de mes capacités et de mon savoir-faire. Mais certains prétendaient aussi que Wolfe était tout simplement fou. Il y a ce mot célèbre du roi d'Angleterre à qui l'on dit « Ah, vous avez promu Wolfe? Mais cet homme est un enragé. » Un enragé, dit le roi. Eh bien qu'il meure de quelques-uns de mes généraux. Car Wolfe obtient des résultats. Avant de conduire l'assaut anglais sur Québec, Wolfe a conquis le cœur de Catherine Lowther. Elle vient de la noblesse, elle est très belle et extraordinairement riche. Avant son départ, elle lui remet son portrait et une boucle de ses cheveux. À son retour, il projette de se marier. Wolfe a les meilleures raisons du monde de revenir vainqueur du Canada. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, à Québec, l'attente a commencé sous de mauvais auspices. Depuis Carillon, Montcalm a été promu et il est désormais seul décisionnaire en matière de stratégie. Or, son point de vue diffère de celui du gouverneur Vaudreuil. Vaudreuil défend son pays. Les ordres de Montcalm sont de tenir les Anglais en échec. Entre les deux dirigeants, la situation est tendue. Montcalm était partisan d'abandonner la vallée de l'Ohio, d'abandonner les Grands Lacs et de concentrer la défense de la colonie sur les rives du Saint-Laurent, sur l'axe Montréal-Québec. Alors que Vaudreuil, lui, voulait que l'on conserve la vallée du Saint-Laurent, que l'on conserve également la région des Grands Lacs. Parce que pour lui, l'économie de la Nouvelle-France reposant sur la fourrure, la Nouvelle-France n'aurait pas pu survivre advenant la perte des Grands Lacs. Mais leurs différends concernent aussi la stratégie à employer pour résister aux Anglais. Deux cultures s'affrontent. Bonjour, monsieur de Montcalm. Je vous préviens, il n'est pas question de céder, ne serait-ce qu'un arpent de la Nouvelle-France, sans nous battre. Monsieur, je suis lieutenant général des armées du roi et à ce titre, Sa Majesté m'a demandé de défendre la Nouvelle-France. Je suis seul en charge de la stratégie militaire. Monsieur de Montcalm, moi je suis gouverneur de la Nouvelle-France. Et à ce titre, je dois défendre Québec et l'ensemble du territoire. Si vous le permettez, je vais vous montrer quelle est ma stratégie. Vous voulez parler de bataille traditionnelle? Oui, monsieur. Nous faisons depuis 140 ans une guerre de harcèlement que nous appelons la Petite Guerre, avec succès. Les petites victoires que nous avons faites sont peut-être des petites victoires, mais sont mieux qu'une grande défaite. Monsieur... Face à face, nous n'avons pas les moyens de la faire. Monsieur le gouverneur, je ne suis pas ici, en Nouvelle-France, pour me battre comme vos miliciens. Nous faisons la guerre et il faut la faire selon les règles. Une armée face à une armée. Votre tactique de harcèlement est indigne de l'art militaire. Montcalm a envoyé en France le jeune Bougainville, qui a ses entrées à Versailles, afin de solliciter des renforts auprès du ministre de la Guerre, Berryer. Pendant ce temps, il prépare la défense de Québec, en faisant fortifier l'unique emplacement à proximité de la ville susceptible d'accueillir un débarquement d'envergure, la côte de Beauport. Montcalm est plutôt confiant. Il pense qu'en appliquant les règles de l'art militaire,
en choisissant son terrain, en verrouillant les hauteurs et en frappant les Britanniques là où ils sont les plus vulnérables, c'est-à-dire au moment de débarquer, il doit pouvoir gagner. Au printemps 1759, le premier bateau qui se présente devant Québec est français. Il ramène Pierre-Antoine de Bougainville, mais il est porteur de mauvaises nouvelles. C'est une dépêche des Anglais. Une immense armada anglaise est en route pour Québec. Elle décrit toute la stratégie des Anglais. Et la France n'en verra que 400 hommes au lieu des 4000 escomptés. En fait, ces maigres renforts n'arriveront même jamais en Nouvelle-France. C'est toute la Nouvelle-France qui tombera. Les Anglais ont la maîtrise de l'Atlantique Nord. Ils ont la maîtrise maritime des routes de circulation. Et la France a le plus grand mal à envoyer des troupes, des munitions ou des vivres en temps de guerre pour une raison très simple, c'est que les Anglais, donc, sont à tout moment capables d'intercepter les convois. La grande question, pourquoi la France n'a pas fait un effort militaire important pour tenter de sauver la Nouvelle-France? Bon, la France est occupée en Europe. La France en a plein les bras en Europe. L'armée française a des moyens quand même limités. Et aux yeux des dirigeants français, aux yeux de Louis XV, aux yeux de Choiseul, aux yeux du ministre de la Défense, Berryer, l'Amérique du Nord, la Nouvelle-France n'est plus rentable. C'est une question de temps avant qu'on l'abandonne. Vive la France! Pourtant, à Québec, les officiers français font bonne figure. Pour Montcalm et Bougainville, la guerre est affaire de gentilshommes, et l'Anglais a toujours été un adversaire respectable. Par ailleurs, il est tout à fait possible que les troupes françaises réussissent, cette année encore, à tenir les Anglais en échec. Bougainville est un bonhomme supérieur, mais c'est un vrai officier. Donc, il se comporte ici, il y a des moments chez Bougainville de guerre en dentelle. Donc, une relation avec les officiers britanniques qui fait qu'on est entre gentlemen et puis on s'envoie des petits cadeaux, des petites choses. Mais ça, c'est la tradition dans l'armée. Hein? On va se tirer dessus le lendemain, mais la veille, on peut presque trinquer ensemble. Il y a beaucoup d'incidents comme ça. Les armées qui vont livrer la bataille de Québec sont essentiellement des armées européennes, qui n'ont ni intérêt ni affection pour le Canada. Les Français n'ont aucun lien avec les Canadiens français. Ils ne les apprécient pas particulièrement et les traitent souvent durement. Les Anglais, c'est encore pire. Ce sont des armées professionnelles. Ils pourraient aussi bien combattre aux portes de Paris ou de Londres. Cette fois, ce sera devant Québec. Le point de vue des Canadiens est bien différent. C'est leur pays qui est en jeu. Et c'est contre un envahisseur qu'ils se préparent à lutter. La récolte de cette année n'a pas été bonne et les rationnements imposés en prévision du siège sont sévères. Alors, la population de Québec, au début de 1759, la population est inquiète. La rumeur veut que les troupes anglaises s'en viennent donner l'assaut à Québec. Puis un bon matin, on apprend que les Anglais sont dans le fleuve, qu'ils s'approchent. La rumeur là, signale leur position. Donc, les gens de Québec savent que les Anglais s'en viennent, puis en nombre très imposant. Début juin, les guetteurs signalent que la flotte anglaise est entrée dans la baie du Saint-Laurent. Mais elle va encore devoir remonter le fleuve sur plus de 1600 km avant d'atteindre Québec. Ces premiers navires ne sont que l'avant-garde d'une des plus imposantes flottes jamais réunies par les Britanniques. 49 vaisseaux de guerre transportant plus de 1800 canons, 8500 soldats et 13 500 marins et hommes d'équipage. Ils sont accompagnés de navires marchands pour l'approvisionnement et la logistique et équipés de 130 barges de débarquement. C'est une gigantesque armada qui s'étire sur plus de 150 km le long du fleuve. Mais Québec est encore loin et le Saint-Laurent a ses secrets. Le Saint-Laurent est un fleuve capricieux. Il comporte de nombreuses passes délicates où des navires de guerre de fort tonnage ou de gros transports de troupes peuvent s'échouer sur les hauts fonds. Les Français pensaient, à juste titre, qu'il serait difficile, pour ne pas dire impossible, à une flotte ignorant tout du fleuve,
de le remonter ou d'y mouiller sans dommage. Le Saint-Laurent est une des meilleures défenses naturelles de Québec. Les Français pensaient que ces courants et récifs pourraient suffire à neutraliser la flotte anglaise, en particulier en un point appelé la Traverse. Autour de l'île d'Orléans, le fleuve se scinde en deux. Le bras le plus au nord n'est plus navigable et celui du sud n'offre qu'un étroit passage serpentant entre de dangereux hauts fonds. Pour en compliquer l'abord, les Français avaient enlevé toutes les bouées signalant ces obstacles. Mais c'était compté sans le Pembroke et son maître James Cook, qui deviendra plus tard célèbre pour ses explorations du Pacifique. À Québec, il fait partie d'une équipe de navigateurs qui précède le gros de la flotte, effectuant des sondages de la Traverse pour en repérer les dangers. 7 brasses moins un quart. On a du mal à imaginer qu'une carte puisse changer le cours de l'histoire. Pourtant, celle-ci a permis de déjouer les pièges du Saint-Laurent et ouvert les portes de Québec. Car Cook a également imaginé une solution ingénieuse pour guider la flotte anglaise dans cette passe périlleuse. La Traverse n'était pas beaucoup plus large que la section du plus gros vaisseau anglais, le Neptune, et ses 90 canons. Et il a eu l'idée d'utiliser les chaloupes en guise de bouée, en les ancrant le long du passage, la proue vers l'extérieur. Et les navires britanniques ont dû emprunter ce couloir de chaloupes à l'extrémité de l'île d'Orléans. Ce devait être très impressionnant, ces énormes vaisseaux glissant l'un après l'autre dans cet étroit chenal. La flotte britannique apparaît le 24 juin devant Québec. Diable font donc tous ces Anglais ici. On avait affirmé à Montcalm qu'un tel exploit était impossible. La déception est amère et lui fait s'exclamer « Nos meilleurs matelots et pilotes ne sont donc que des menteurs ou des incapables. » Wolfe aussi est déçu. Il comptait débarquer son armée à Beauport et découvre que Montcalm s'y est efficacement retranché. Par ailleurs, le promontoire de Québec est bien plus impressionnant qu'il ne l'avait imaginé. Québec signifie en langue indienne l'endroit où le fleuve se rétrécit, et c'est exactement ce qu'il fait. Soudain, le fleuve le plus large du monde se réduit à un étroit passage, dominé par de majestueuses falaises couronnées de fortifications et de canons. Ces défenses sont d'autant plus intimidantes que Wolfe sait qu'il n'a que 100 jours pour conquérir cette place forte. Après quoi, la flotte devra repartir pour ne pas risquer d'être prise dans les glaces du Saint-Laurent. Pourtant, la première initiative va venir des Français. La seconde nuit, après l'arrivée de la flotte anglaise, ils enchaînent ensemble une trentaine d'embarcations enduites de goudron et bourrées d'explosifs et les laissent dériver en direction des navires anglais. Ils ont préparé leurs brûlots près de l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Puis, avec la marée descendante, ils les ont laissés dériver en direction de l'endroit où nous sommes et où se trouvait la flotte anglaise. Mais les mises à feu ont été déclenchées trop tôt et les Anglais ont eu le temps de sortir leurs chaloupes et, grâce à des grappins, de tracter ces brûlots jusqu'à la côte. L'échec spectaculaire de la manœuvre fera dire à Montcalm qu'il s'agit du feu d'artifice le plus coûteux qu'il lui ait jamais été donné d'admirer. La seconde surprise sera pour les Français. Elle va mettre en évidence une autre erreur d'appréciation qui va s'avérer très lourde de conséquences. Wolfe installe son campement sur l'île d'Orléans et fait débarquer son artillerie à Pointe-Lévis, en face de Québec. On pensait que de Lévis, on ne pouvait pas atteindre Québec par les canons. On n'avait pas vraiment fortifié Lévis. On s'était dit non, d'abord ils ne se rendront pas, puis si toutefois ils se rendent, il n'y arrivera rien de grave. Et quand les Anglais installent leurs canons à Lévis, les premiers tirs, effectivement, lancent les boulets dans l'eau. Et là, c'est les réjouissances de la population dans Québec. On se moque des Anglais qui envoient leurs canons dans l'eau, jusqu'à temps qu'il y a juste le tir, puis qu'ils commencent à atteindre la ville. Et là, c'est un bombardement d'enfer. À compter de ce moment, les batteries de Wolfe vont pilonner sans interruption Québec pendant près de 2 mois et demi.
vérité, c'est qu'il s'est acharné. Là, ils ont bombardé pour bombarder. Hein. Ils ont bombardé la ville comme ça se peut pas. Ils bombardaient des civils. Le bombardement de Québec est un épisode dramatique de la conquête anglaise. Il a suscité beaucoup de polémiques autour du personnage de Wolfe. Québec était une ville fortifiée, comme Louisbourg. Et il est parfaitement légitime, quand on somme une place forte de se rendre et qu'elle refuse, de la bombarder. Et la plupart des civils avaient été évacués de Québec. C'est ce que nous disent les sources françaises. Quand Wolfe a vraiment commencé à pilonner Québec, il restait très peu de civils dans la ville. Donc avant d'accuser Wolfe de crime de guerre, il faut prendre la juste mesure des choses et s'interroger sur ce qu'on entend vraiment par là, sous peine de galvauder le terme. Les fouilles archéologiques en cours à Québec révèlent à quel point la ville a souffert lors de ce siège. Ces murs détruits et noircis par le feu posent tout de même la question des raisons d'un tel acharnement. Des batteries d'artillerie qui pilonnent la ville. Quel bénéfice militaire peut-il y avoir à raser Québec et à détruire tous ces bâtiments? On n'élimine aucune des troupes de Montcalm, mais on oblige les habitants à partir, on détruit leurs foyers. Le bombardement intensif de Québec, les incendies visent à démoraliser l'ennemi. Le ressentiment des Canadiens est d'autant plus vif que Wolfe, incapable de débarquer devant Québec, donne l'ordre à l'un de ses détachements d'incendier les villages qui se trouvent sur l'autre rive du Saint-Laurent. Ils ont incendié une vingtaine de villages sur la côte du Sud, ici, des deux côtés, du côté Est et Ouest. Là, c'était vraiment brûler, détruire. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais pour les Canadiens, c'est la catastrophe. Il n'y a pas une famille qui n'a pas subi un méfait de cette guerre-là. Qu'a fait Wolfe à Québec? Il a incendié environ 1400 fermes, ce qui a indéniablement dû causer des souffrances. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il espérait ainsi forcer Montcalm à sortir pour faire cesser ses ravages, comme il les décrit dans une lettre à Pitt. Il avait donc une raison pour agir de la sorte. Mais Wolfe a-t-il massacré des civils? Était-ce l'œuvre d'une horde sanguinaire lâchée sur la vallée du Saint-Laurent? Non, rien ne permet de le penser. Par contre, on sait que Wolfe a spécifiquement mentionné et répété dans ses ordres « Tout homme qui portera atteinte à une femme ou un enfant sera passé par les armes ». Au bout de 6 semaines de siège, malgré les bombardements incessants, malgré les provocations de Wolfe, Montcalm n'est toujours pas tombé dans le piège et reste retranché derrière les fortifications de Québec et de Beauport. C'est clairement lui qui maîtrise la situation. Le temps joue en sa faveur. Chaque jour qui passe améliore ses chances et chaque jour qui passe souligne l'impuissance des Anglais. La fin juillet approche et Wolfe est à court d'options. Mon adversaire s'est habilement retranché derrière d'inaccessibles fortifications, en sorte que je ne peux l'atteindre sans répandre un torrent de sang, et pour un résultat qui reste incertain. Montcalm est à la tête d'un grand nombre de mauvais soldats, mais j'ai sous mes ordres un petit nombre d'excellents militaires qui ne souhaitent rien tant que de pouvoir l'affronter. Il y avait comme une espèce d'impuissance. Comment est-ce que je vais en venir à bout? Écoute, il y avait des troupes inimaginables. Il y avait autant d'hommes qui attaquaient Québec que la population d'hommes de la Nouvelle-France. C'est quand même pas rien, là. 31 juillet 1759. Toujours à la recherche d'un point faible dans la défense de Québec, Wolfe tente un débarquement à l'est, aux chutes de Montmorency. Incapable d'approcher suffisamment ses grands vaisseaux et leur artillerie pour protéger la manœuvre, elle tourne à la catastrophe. Comme il l'avait prédit, un torrent de sang britannique est répandu. 210 tués, 230 blessés. Pour Wolfe,
rien ne va plus. Ses plus proches officiers, les brigadiers Monckton, Murray et Townshend, mettent ouvertement en doute ses capacités. Wolfe venait d'un milieu différent de celui de ses brigadiers. Wolfe venait de ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie libérale respectable. Ces 3 brigadiers, en revanche, étaient tous issus de l'aristocratie. Townshend est ambitieux et doué d'un certain talent artistique. Il fait circuler ses caricatures parmi les officiers. On peut y lire le mépris de cet aristocrate pour l'extraction plus modeste de Wolfe, et sans doute aussi une certaine jalousie. C'est inimaginable. On a là un des plus grands généraux de l'armée britannique, et dans son propre mess, un de ses principaux brigadiers fait circuler des caricatures insultantes qui ridiculisent son officier supérieur. Townshend est celui qui cause le plus de difficultés à Wolfe. Mais les autres sont aussi problématiques. Ils forment un groupe difficile à contrôler, qui pourrait être ramené à la raison si Wolfe avait un plan qui donnait des résultats. Mais ce n'est pas le cas. Je ne me sens pas bien. La pression qui s'exerce sur Wolfe est trop forte, et sa santé se dégrade à vue d'œil. Il est venu devant Québec pour conquérir l'Amérique du Nord, et il est cloué au lit par des douleurs incessantes. Depuis l'âge de 20 ans, Wolfe souffrait de ce que ses contemporains nommaient le gravier, une sorte d'accumulation de cristaux dans la vessie, assez semblable à des calculs rénaux. Wolfe raconte dans son journal à quel point il est tourmenté. Sa vessie est à vif et il souffre énormément. François, le pot de chambre. Pour couronner le tout, on sait que vers la fin août, Wolfe contracte une grave fièvre dont on ignore la cause précise, mais qui était sans doute liée à la pression qu'il subissait. Certains historiens pensent que Wolfe souffrait de la tuberculose et que, sentant sa fin prochaine, il allait rechercher une mort glorieuse sur le champ de bataille. Pourtant, les portraits réalisés à l'époque n'évoquent pas les traits d'un mourant. On n'en voit pas un mourant commander à Québec une opération de cette envergure. Il n'était pas bien portant, mais quelle qu'ait été sa maladie, il avait appris à s'en accommoder, à la maîtriser. La pression se fait de plus en plus forte parce que chaque semaine qui s'écoule le rapproche de l'hiver. Plus le temps passe, moins il semble à même d'obtenir les résultats qu'il espérait et plus la défiance de ses officiers, en particulier Townshend, se fait sentir. Au plus tard, à la mi-septembre, il doit avoir remporté une victoire et il n'aura plus droit qu'à une seule tentative. À la mi-août, un événement lui redonne espoir. Wolfe avait jusqu'à présent concentré ses opérations en aval de la ville, faute de pouvoir faire remonter ses gros navires par le bras du fleuve au pied du promontoire de Québec. Les canons français commandent la position et les vents d'ouest rendaient la manœuvre impossible. Mais le 18 août, la situation change. Nous sommes ici dans la passe au pied des contreforts de Québec, le plus haut point de la formation rocheuse sur laquelle étaient installées les fortifications. L'endroit était donc un des plus dangereux. Et c'est par ici que l'amiral Holmes a tenté d'infiltrer vers l'amont quelques-uns de ses navires. De nuit, en profitant de vent d'est et de la force de la marée, il a réussi à faire remonter des vaisseaux comme le Sutherland et d'autres frégates plus petites, au moins jusqu'à Cap-Rouge. Montcalm doit maintenant défendre un territoire qui comprend le littoral de Beauport à droite, la ville de Québec au centre et les falaises en amont jusqu'à Cap-Rouge.
Le 7 septembre, à bord d'un sloop baptisé ironiquement Terror of France, Wolfe est en amont de Québec à la recherche d'un emplacement susceptible d'accueillir un débarquement. Maître Cook, pensez-vous qu'il soit possible de débarquer là-bas? La falaise semble abrupte, mais elle est très proche de la ville, et Wolfe n'a plus guère le choix. Je pense que ça pourrait faire l'affaire, monsieur. Je pense que vous avez raison. Sur la rive nord du Saint-Laurent, juste à gauche de la ville de Québec, le lieu de débarquement choisi par Wolfe, l'Anse au Foulon. Ces contreforts sont si escarpés que l'officier français du poste chargé de sa surveillance est persuadé que personne ne viendra jamais y débarquer. Voici le plan de Wolfe. Pendant que quelques navires lanceront de fausses attaques en direction de Beauport afin d'immobiliser Montcalm et le gros de son armée en aval, Wolfe utilisera la marée pour faire dériver ses barges de débarquement depuis le mouillage de Cap-Rouge jusqu'à l'Anse au Foulon. Townsend et les autres brigadiers sont pour le moins incrédules. Je pense que tous les officiers concernés ont dû dire « Vous voulez qu'on aille où? De nuit? Et faire quoi? » D'accord. Et vous avez prévu de... Qu'est-ce encore que cela? Monsieur, c'est le dernier torchon qui circule. Mes brigadiers. Deux couards et un malfaisant. Mais Wolfe est décidé et ne renoncera pas à son projet. Il a obtenu d'un déserteur français une information cruciale. La moitié de l'armée de Montcalm est à Cap-Rouge avec Bougainville. Et au poste de garde de l'Anse au Foulon, la plupart des Canadiens ont été autorisés à rentrer chez eux pour les moissons. Chance ou calcul, il se trouve également que la nuit choisie par Wolfe pour mettre son plan à exécution, le 12 septembre 1759, présentait des conditions très particulières. Les conditions cette nuit-là étaient exceptionnellement adaptées au type d'opération qu'il projetait. Jusqu'à la position de la Lune, qui permettait à des troupes de se laisser glisser au fil du courant sans que leur silhouette se détache sur les brillances du fleuve. La Lune, qui se levait derrière les fortifications françaises, allait illuminer l'ensemble du fleuve, à l'exception de la rive nord, protégée par le contrefort. Or, c'est le long de cette rive que les barges de Wolfe devaient arriver. Quelques heures avant de mettre son plan à exécution, Wolfe écrit à sa fiancée et lui renvoie son portrait et sa mèche de cheveux. Elle lui avait aussi offert un recueil d'un poète que Wolfe appréciait particulièrement. Et plusieurs officiers ont rapporté que, la veille de la bataille, il en avait récité de mémoire un des extraits les plus célèbres, en lui ajoutant une surprenante conclusion. La vanité du luxe, la pompe du pouvoir, toutes les beautés, toutes les richesses du monde ne sont qu'étourderies, passe-temps dérisoires. Les sentiers de la gloire mènent toujours à la tombe. J'aurais préféré être l'auteur de ces vers plutôt que prendre Québec demain. Certains ont voulu voir dans ce comportement le signe chez Wolfe d'une tendance suicidaire ou d'un pressentiment de sa fin prochaine qui expliquerait la témérité de son projet. L'idée que le débarquement de l'Anse au Foulon ait pu être conçu comme une sorte de mission suicide et le geste d'un homme désespéré ne tient vraiment pas.
Je pense que nous avons là une opération certes risquée, mais soigneusement et très professionnellement planifiée, qui repose sur un pari et va en partie dépendre de la chance. Mais n'est-ce pas le cas de la plupart des opérations militaires? Une unique lanterne est allumée au mât du navire amiral. C'est le signal pour l'embarquement des troupes à bord des chaloupes. Lorsque la seconde lanterne s'illuminera, il sera temps de laisser filer les embarcations. Le moment qu'ils attendent est celui de la renverse, lorsque la marée descendante accentue le courant sur le fleuve. Je pense que voilà notre marée. Dans le silence de la nuit, la flottille de chaloupes et les 1800 soldats britanniques qu'elle transporte partent au fil de l'eau. Les dés sont jetés. Les heures qui viennent seront capitales. Pour Wolfe, comme pour le continent nord-américain. Tandis qu'il glisse silencieusement vers Québec, Montcalm et son armée sont à Beauport, en aval de la ville, occupés à résister à de fausses attaques destinées à masquer le plus longtemps possible les véritables intentions des Anglais. Montcalm est épuisé et perplexe. Au terme de près de 10 semaines de siège, Québec tient toujours, mais il n'a pas la moindre idée de ce que Wolfe peut encore tenter. Ma chère femme, je suis inquiet et je dors peu. Il y a tant de choses dont je dois m'occuper. Je suis débordé et je perds souvent patience. Et Sa Majesté me paie pour que je ne perde pas patience. Je ne dois pas l'oublier. Pendant des semaines, c'est le harassement, des bombardements. Et Wolfe il a joué au chat et à la souris avec Montcalm. Montcalm jouait le jeu, mais reste que c'est énervant, parce que finalement, l'initiative allait venir de Wolfe. Fait que là, tu es toujours en réaction. Et tu te demandes si c'est une simulacre d'attaque ou si c'est la vraie cette fois-là. Il était probablement au bout de ses nerfs. Les soldats anglais dérivent en direction de Lens-au-Foulon, quand soudain la voix d'une sentinelle française les interpelle. « Qui vive !» L'instant est critique. Mais Wolfe et ses hommes ont appris que les Français attendaient le passage d'un convoi secret de ravitaillement venu de Montréal. Un brillant officier écossais, Simon Fraser, qui parlait couramment le français, a alors un réflexe extraordinaire et répond « Silence, ce sont les provisions de Montréal », ce qui suffit à rassurer cette sentinelle. Coup de chance pour les Britanniques, le convoi en question avait été annulé, mais personne n'en avait informé les sentinelles. C'est un formidable coup de dé, une prise de risque énorme à tous les niveaux, opérationnel, stratégique, tactique, jusqu'à impliquer chaque soldat individuellement, au point que tout va dépendre d'une sentinelle française qui crie « qui vive » et du réflexe de l'Écossais qui lui répond. La vivacité d'esprit de Fraser sauve l'expédition. À 4h04, selon les notes d'un officier, les troupes de Wolfe atteignent leur destination. Les premières barges ont dépassé Lens-au-Foulon de 150 mètres et accostent une plateforme rocheuse au pied d'une falaise si abrupte qu'elle paraît presque verticale. Je ne vois pas comment il nous sera possible d'atteindre le sommet. C'est sans doute sans espoir, mais nous devons tout faire pour y parvenir. En silence, messieurs. En silence. Sans un mot, les jeunes soldats britanniques se lancent à l'assaut de la falaise. Ils se hissent pied à pied, s'accrochant aux branchages et aux buissons pour ne pas glisser. La crique qu'ils escaladent ainsi en silence est désormais connue sous le nom de baie de Wolfe. Elle se trouve à moins de 3 km de Québec. Par cette incroyable manœuvre,
il s'infiltre au cœur du dispositif de défense des Français. À la tête de ses troupes, Wolfe en personne, qui semble retrouver dans l'action l'énergie qui lui faisait jusqu'à présent défaut. Totalement surpris par l'assaut, les défenseurs du poste de garde n'opposent aucune résistance. Un seul parvient à s'échapper et se précipite pour tenter d'avertir Montcalm. L'exploit, c'est d'avoir réussi à faire monter près de 4000 hommes le long de la falaise, avec les armes, le matériel et même 2 canons, et sans que les Français s'en soient rendus compte et dans des conditions absolument épouvantables. Sur le plan tactique, la manœuvre est décisive. C'est un coup osé, peut-être trop risqué, mais Wolfe a joué sa carte, escaladé une falaise abrupte et déployé son armée tout près de Québec. Wolfe s'avance à la tête d'une avant-garde à la recherche du meilleur terrain pour livrer bataille aux Français. Serait-il en train de tomber dans un piège tendu par Montcalm? La manœuvre est téméraire. Wolfe est en train de se placer dans un étau entre l'armée de Bougainville à Cap-Rouge et celle de Montcalm à Québec et Beauport. Et où diable sont les Français? Mais il espère ainsi forcer les Français à livrer la bataille qu'ils refusent depuis le début du siège. Faites former la ligne à l'orée du bois. L'initiative de Wolfe lui a donné ce qu'il attendait depuis le début, l'effet de surprise qui pourrait déstabiliser Montcalm, qui ne lui laisserait pas le temps de réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé. À Beauport, Montcalm ignore encore tout du débarquement anglais en cours. Ce sont des coups de feu? Oui, monsieur, ils viennent de l'autre côté de la ville. Mais ne soyez pas inquiets, nos alliés indiens... Ce jeune soldat vient de courir 8 km pour avertir Montcalm de la présence de Wolfe. Allons, mon garçon, calme-toi. Relève-toi et raconte-nous ce que tu as vu. Rendu méfiant par les nombreuses manœuvres de diversion de son adversaire, Montcalm refuse de croire l'information qu'il apporte. C'est pas croyable, Bigot. À 7 heures, Wolfe a débarqué et positionné dans le plus grand secret 1500 soldats sur les plaines d'Abraham. À 9 heures, soutenus par plusieurs gros vaisseaux, 3000 soldats britanniques supplémentaires traversent le Saint-Laurent et se hissent jusqu'au champ de bataille. Pendant que Montcalm, encore incrédule, se rend sur les plaines pour évaluer la situation, Vaudreuil rédige une dépêche informant Bougainville du débarquement anglais à Lens-au-Foulon. Il a nos meilleures troupes à Cap-Rouge. Comment ont-il pu débarquer une armée entière à Lens-au-Foulon? On croirait entendre Montcalm. Je l'avais averti à propos de Lens-au-Foulon. Vous savez ce qu'il m'a dit? Faut pas croire que l'ennemi ait des ailes. Toujours aucun signe des Français. Avancez le front de 400 pas. À vos ordres, monsieur. Pour Montcalm, la surprise est totale. L'idée d'un débarquement des troupes anglaises sur les plaines était impossible à imaginer. La réalité de leur présence semble tout aussi difficile à accepter. Il n'aurait jamais dû être là, il avait raison. Quelqu'un aurait dû les arrêter alors qu'ils commençaient à débarquer, donner l'alarme pendant qu'ils escaladaient la falaise, réagir en voyant une armée se positionner sur les plaines. Pourtant, lorsqu'il arrive, ils sont trop nombreux pour pouvoir encore nier leur présence. Il va devoir livrer bataille. On ne peut pas le croire. Et c'est là qu'il commence à s'énerver. Il fait venir ses soldats au pas de course, hein, pour venir se ranger en face des Britanniques qui ont quand même eu quelques heures de repos. Les autres arrivent à bout de souffle. Puis là, c'est une armée indisciplinée, parce qu'il y a même plus de Canadiens, de miliciens dans ces troupes-là que de réguliers. Les soldats de Montcalm arrivent à marche forcée de Beauport où les attaques de diversion de Wolfe les ont tenus en éveil toute la nuit.
la position des forces en présence apparaît clairement sur cette ancienne carte des plaines d'Abraham. L'armée de Montcalm en bleu devant les murs de Québec, et face à elle, les 4500 soldats de Wolfe. Phrases, chargez, armes. Fusils et mousquets du 18e ne sont efficaces qu'à moins de 50 mètres et d'une précision très relative. Les soldats ne sont donc pas entraînés à viser une cible, mais à tirer tous ensemble pour projeter un mur de plomb en direction de l'ennemi. Wolfe a donné l'ordre à ses troupes de charger chaque fusil de 2 balles. La volée devra être tirée à plus courte distance, mais elle sera plus dévastatrice. 38, 39, 40. Ce piquet, à 40 pas de la ligne anglaise, marque la limite de tir. Les soldats anglais devront recevoir le feu ennemi sans bouger et ne pourront délivrer leur volée que lorsque les Français auront franchi cette ligne. Vers 9h15, l'armée française est prête au combat. Alors il y a au milieu les troupes régulières, il y a sur les côtés les miliciens, et également il y a dans les flanquements assez boisés et broussailleux, il y a des Indiens qui sont chargés d'attaquer sur les flancs l'armée ennemie. « 300 soldats anglais vont ainsi être blessés ou tués avant que la bataille ne commence officiellement. Cette capacité à demeurer impassible face aux tirs ennemis a fait la légende de l'armée britannique. En première ligne aux côtés de ses hommes, exposés au même danger, Wolfe donne l'exemple. Il semble se promener avec nonchalance, comme si l'ennemi était pour le moment le dernier de ses soucis. Je crois qu'à ce moment-là, Wolfe, qui avait joué le tout pour le tout, allait continuer à jouer le tout pour le tout. Il fait preuve de beaucoup de flegme, c'est ça, de flegme. Et il contrôle ses troupes. Et les troupes ne bougeront pas, ne tireront pas, tant qu'il ne donnera pas l'ordre. C'est au tour de Montcalm de subir la pression. Face à ces Anglais qui semblent sans cesse plus nombreux, il ne dispose que de la moitié de ses troupes. 2000 soldats, dont ses unités d'élite, sont à Cap-Rouge sous le commandement de Bougainville. Mais a-t-il été prévenu? Quand va-t-il arriver? Peut-on s'offrir le luxe de cette attente ou risque-t-elle de s'avérer fatale? Bougainville n'a qu'une mission à ce moment-là, c'est rassembler les troupes pour venir avec un nombre de soldats suffisant attaquer de flanc ou par derrière l'armée ennemie. Donc Bougainville avait besoin de 2 à 4 heures pour à la fois rassembler ses troupes et pour venir sur Québec. Vaudreuil fait parvenir à Montcalm une dépêche le suppliant d'attendre l'arrivée des troupes d'élite que commande Bougainville avant d'engager le combat. Mais ce qu'il voit inquiète Montcalm au plus haut point. Wolfe a déjà monté 2 pièces de canon. Nous ne pouvons pas lui donner le temps d'en monter davantage. Il n'a pas vraiment le temps de réfléchir ou d'envisager ses options. Sa première réaction est « il faut y aller et déloger ses soldats avant qu'ils n'attaquent, avant qu'ils n'installent plus d'artillerie ou qu'ils reçoivent des renforts ». Si Wolfe arrive à se retrancher, nous ne pourrons jamais le déloger avec les troupes que nous avons à notre disposition. Non. Il faut l'attaquer sans attendre. Il est persuadé que c'est une avant-garde qui a été installée là et qu'à partir du moment où elle est installée, le reste de l'armée anglaise va pouvoir la rejoindre. Et à ce moment-là, sa grande crainte est en train de se matérialiser, c'est-à-dire qu'il sera obligé de livrer une bataille rangée par rapport à laquelle il estime que ses troupes sont tout à fait inférieures à celles des Anglais.
Le paradoxe étant que, ce faisant, il se précipite dans le piège. Les Français ouvrent le feu, mais ils sont bien trop loin pour être efficaces. La charge qui s'ensuit part de très loin elle aussi, et semble rapidement désordonnée. Faites feu. La bataille des plaines d'Abraham est souvent citée comme le triomphe du contrôle de feu britannique. Au centre de la ligne, 2 des bataillons, soit quelques 700 soldats, semblent avoir tiré comme un seul homme une volée magistrale. Chaque mousquet était chargé de 2 balles, chacune pesant plus d'une trentaine de grammes. Je ne suis pas mathématicien, mais à moins de 40 mètres, c'est une quantité impressionnante de plomb qui est venue frapper les colonnes d'assaillants. Là, c'est une première volée. Une première volée, là. C'est le désastre, la catastrophe. Et puis là, tout de suite, faut pas expliquer dans le détail, mais tu as ceux qui viennent de tirer qui se replient, l'autre se redresse, puis là, c'est la deuxième volée. Et là, ça fauche. Ça fauche. Puis là, c'est la panique, c'est la débandade. Ça n'a pas été plus long que ça. C'est au tour des Anglais d'avancer. Dans la fusillade qui s'ensuit, Wolfe est atteint au poignet. Il poursuit la progression, mais quelques instants plus tard, il est touché au ventre et en pleine poitrine. Il ordonne « Ne laissez pas les hommes me voir à terre ». On l'emporte à l'écart du champ de bataille. Mais au bout de 100 mètres, il demande qu'on le repose. Sur les plaines d'Abraham, c'est le moment de vérité. La ligne française a complètement cédé et se replie en désordre. L'affrontement n'a duré qu'une dizaine de minutes. Regardez, il s'enfuit. Qui s'enfuit? L'ennemi, monsieur. Il cède de tous côtés. Je meurs comblé. Mon ami. Le dernier ordre de Wolfe est pour le colonel Burton, afin qu'il envoie un régiment jusqu'au fleuve, couper la retraite des Français. Maintenant, Dieu soit loué. Je peux mourir en paix. Devant Québec, la charge des Écossais poursuit les Français pratiquement jusqu'aux portes de la ville. Quand soudain, un feu nourri des Indiens et des miliciens canadiens embusqués vient stopper leur progression. Québec ne tombera pas aujourd'hui, mais la bataille est perdue. Mon Dieu. Un tir de l'artillerie britannique vient frapper Montcalm. Touché à la cuisse et au ventre, il perd beaucoup de sang. Ses hommes le maintiennent en selle alors qu'il entre dans Québec. C'est quand même unique, je pense, dans l'histoire militaire, que les 2 commandants supérieurs reçoivent en moins de 20 minutes autant de blessures, dont des blessures mortelles. Quand Bougainville arrive enfin sur le champ de bataille, il est trop tard. Les Anglais assiègent Québec et avec 2000 hommes, il ne peut les affronter. Il se repliera sur Montréal.
La page du 13 septembre 1759 du livre de bord du HMS Lowestoft résume la journée. À 7 heures, avons débarqué l'ensemble de nos troupes sur la rive nord. À 10 heures, nos troupes ont engagé le combat contre les Français. À 11 heures, le corps du général Wolfe a été porté à bord. Vers minuit, le soir même, on annonce à Montcalm qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Il aura ces derniers mots. Voilà qui est bien. Je ne verrai pas les Anglais rentrer dans Québec. Pour beaucoup, la défaite des plaines d'Abraham et la mort de Montcalm marquent la fin de l'influence française en Amérique du Nord et le début d'une domination britannique sans partage du continent. Québec est perdu. Certain de la chute imminente de Québec, Vaudreuil part pour Montréal, rejoindre le chevalier de Lévis, qui remplace désormais Montcalm à la tête des armées françaises. À Londres, la nouvelle est accueillie par des festivités grandioses. Dans l'enthousiasme de la victoire, les Anglais vont tirer un trait sur ces aspects controversés et faire du général James Wolfe un héros national. Le célèbre tableau qui représente la mort de Wolfe et a contribué à établir sa légende est à ce titre exemplaire. Le tableau de Benjamin West, la célèbre scène de la mort du général Wolfe, est une excellente illustration de la maxime selon laquelle la vérité est la première victime de la guerre. Des 13 personnes représentées autour du général mourant, seules 4 auraient pu vraiment se trouver auprès de Wolfe. Certains ont même payé l'artiste pour figurer dans la scène. Quant à la bataille des plaines d'Abraham, elle devient pour les Britanniques un symbole de leur supériorité militaire, en même temps que l'acte de naissance du Canada anglais. Mais elle marque aussi le début d'une cohabitation délicate pour les 65 000 Canadiens français, désormais citoyens britanniques. 1759 pour le Canada anglais, c'est quoi? C'est la victoire du Canada anglais. Donc, la défaite des Français. C'est fréquent de voir des Canadiens anglais répéter aux Québécois « Who won on the plains of Abraham ?» Qui a gagné sur les plaines d'Abraham? Ça, les Anglais aiment le mettre sur le nez, aiment le rappeler aux Québécois. En réaction, les nationalistes québécois feront du personnage de Wolfe l'incarnation de l'oppression britannique. Cette colonne, érigée à Québec en 1850 à la mémoire de Wolfe, portait les mots « Ici est mort Wolfe, victorieux ». En 1963, des indépendantistes québécois ont abattu ce monument. Il a été reconstruit quelques années plus tard, mais l'inscription mentionne désormais « Ici est mort Wolfe ». Le mot « victorieux » n'a pas été conservé. Pour les nationalistes, la bataille des plaines d'Abraham, c'est la fin de la Nouvelle-France. C'est la conquête anglaise, c'est le début du régime anglais, régime qui voulait assimiler les Canadiens français. Donc, pour eux, c'est vraiment le début d'une politique d'asservissement. Donc, il y a tout ça. Il y a toujours cette dualité, quand on pense au Canada, vision anglaise, vision française. Pourtant, ni Wolfe, ni la bataille des plaines ne sont directement responsables de la fin de la Nouvelle-France ou de la situation actuelle des Canadiens francophones. La réalité est comme toujours un peu plus complexe que la légende. Si Québec assiégé se rend aux Anglais quelques jours après la bataille, ce n'est pas à cause de la défaite militaire des plaines, qui n'avait en fait que très peu affaibli les forces françaises. Ce qui a fait capituler Québec, c'était l'absence de ravitaillement. Et ce qui est cocasse, en tout cas, c'est peut-être pas le bon mot, mais quelques heures, quelques minutes après avoir porté la capitulation signée en bonne et due forme, comme on dit, il y a des biscuits qui sont arrivés. Un minimum de ravitaillement qui est arrivé. La flotte britannique repart en Angleterre, laissant pour garder Québec une garnison qui va subir les rigueurs de l'hiver canadien dans une ville dévastée.
Au tout début du printemps 1760, le chevalier de Lévis revient de Montréal à la tête de 7500 soldats français et canadiens. Il remporte une éclatante victoire devant Québec sur les mêmes plaines d'Abraham, la bataille de Sainte-Foy. Et ce sont les Anglais qui cette fois se retranchent de justesse dans la ville assiégée. Le sort de la Nouvelle-France est encore indécis. Là, il y a une incertitude de rien, là. Là, le match est 1-1. Les Français ont gagné une bataille, les Anglais ont gagné une bataille. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et ce qui va faire la différence, c'est ceux qui vont se présenter dans le fleuve. Mais une fois de plus, ce sont des renforts anglais qui se présentent devant Québec. La France a renoncé à défendre sa colonie. Et c'est l'arrivée de la flotte anglaise au printemps 1760 qui, elle, rend les choses définitives et oblige, donc 1 an après les plaines d'Abraham, Vaudreuil à rendre les clés de Montréal, et c'est à ce moment-là que s'achève effectivement la domination française sur le Saint-Laurent. Montréal et la Nouvelle-France capitulent le 8 septembre 1760. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant 3 ans, Anglais, Français et Espagnols vont négocier le traité de paix qui mettra fin à la guerre de 7 ans. Le conflit était mondial, son règlement le sera aussi. Et le sort de la Nouvelle-France n'est qu'un des enjeux de ces tractations. C'est comme ça que ça se joue. On est sur une scène internationale, c'est un conflit mondial, on met dans la balance des morceaux à gauche et à droite, puis il n'y a pas de sentiment trop là-dedans, il y a des affaires. En Amérique du Nord, les termes du traité bouleversent définitivement les frontières des colonies françaises, anglaises et espagnoles. La France renonce à toutes ses possessions sur le continent en échange de la restitution de ses îles à sucre, la Martinique et la petite Guadeloupe, dont les exportations valent 2 fois plus que toute la fourrure de la gigantesque Nouvelle-France. Pour moi, il y a une forme d'abandon. Et je le critique pas. Pour ceux qui étaient au pouvoir en France, il s'agissait de regarder tout autour et de chercher où était vraiment l'intérêt de la France. Et puis, ils ne le voyaient pas vraiment ici. Il y a une volonté claire des Français de ne pas revenir sur la perte de Québec et de Montréal. Pour Choiseul, la défaite française en Amérique, c'était l'aboutissement d'une colonisation qui avait échoué. Le constat d'un échec, mais aussi un habile calcul politique de la part de Choiseul qui va avoir une conséquence inespérée pour les Canadiens français. Choiseul est visionnaire. Il sait très bien qu'avec le retrait français de l'Amérique du Nord, les 13 colonies seront invitées évidemment à rembourser la dette de guerre contractée par l'Angleterre pour s'emparer de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs. C'est clair que, aux yeux de Choiseul, les rapports vont se détériorer et que c'est une victoire empoisonnée pour l'Angleterre. Choiseul ne s'est pas trompé. 10 ans plus tard, la révolte des 13 colonies contre leur métropole anglaise prend de l'ampleur. Et pour éviter que la contagion révolutionnaire gagne aussi le Canada, toujours essentiellement peuplé de Français, les Anglais changent de politique à leur égard. La révolte des 13 colonies est providentielle pour le Canada français. Parce que la révolte des 13 colonies force l'Angleterre à faire des concessions aux Canadiens français par l'acte de Québec de 1774, c'est-à-dire vous pouvez conserver la religion catholique, vous pouvez conserver la langue française, on rétablit le régime seigneurial français, mais de grâce, ne vous associez pas aux insurgents américains. Sans révolution américaine, vraisemblablement que le Canada français aurait disparu. Grâce à l'acte de Québec, lorsque les 13 colonies au bord de la Révolution attaqueront le Canada anglais, les Québécois, les Canadiens français, vont repousser l'envahisseur américain aux côtés de leurs conquérants anglais.
Ce sera la véritable naissance du Canada moderne et l'origine de la situation si particulière de la province de Québec. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben, finalement, c'est peut-être aussi bien comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est, on ne regrette rien. On ne voudrait pas revenir en arrière, on ne veut pas refaire l'histoire. Donc, on l'assume assez bien, la bataille des plans d'Abraham et la guerre de 7 ans. On l'assume assez bien. Car si Québec se souvient qu'elle a été le cœur d'une immense colonie française avant d'être une des provinces de l'Empire colonial britannique, elle est aujourd'hui l'unique province francophone d'une grande nation fédérale, bilingue et multiculturelle, qui porte son ancien nom, le Canada. Dans un instant, 10 minutes fondamentales et passionnantes pour comprendre le monde. Regardons le dessous des cartes dans un instant.